Nous sommes le 1er juillet 1097, dans le sultanat de Roum, aujourd'hui en Turquie, non loin d'une ville appelée Dorileum. Alors que les Turcs tentent de ralentir l'avancée des croisés, les archémontés seldjoukides se font surprendre par les chevaliers. Ces derniers montent de grands chevaux et sont protégés par des armures. Leurs côtes de mailles résistent aux flèches et leurs lances transpercent leurs ennemis facilement. La bataille de Dorilé tourne à la catastrophe pour le sultan et les pèlerins envoient un message fort à tout l'Orient. Comme le dira le chroniqueur Robert Lemoine, ce sont des fous. Les Turcs sont des fous, eux qui ont sous-estimé les Francs et qui ont cru les arrêter facilement. Car la force des chevaliers n'est pas humaine, poursuit-il, elle leur vient du ciel ou bien du diable. Maintenant, deux questions se posent pour la suite de notre série. D'abord, quelle sera la réaction des musulmans devant l'avancée franque? Les Turcs qui dominent le monde islamique vont-ils enfin s'unir pour leur résister? Et quelle que soit leur réaction, les Byzantins vont-ils continuer à soutenir les croisés dont ils se méfient? Car maintenant que les colonnes du Christ s'enfoncent vers le sud, elles dépendent du bon vouloir de l'empereur pour le ravitaillement. Si jamais Alexis Comnène ne tient pas parole, les chrétiens d'Occident vont tout droit au massacre. Quand on regarde l'évolution de nos bibliothèques dans l'histoire, on distingue généralement trois étapes principales. Au départ, on avait des étagères remplies d'encyclopédies, de livres et de feuilles en tout genre distribués de façon plus ou moins chaotique. Ensuite, avec l'arrivée de l'informatique, les ordinateurs ont commencé à vider les contenus papier. Puis, au fur et à mesure du temps, tous les supports de lecture se sont retrouvés sur des terminaux numériques, volant la vedette au format traditionnel. Désormais, que ce soit pour travailler ou pour se divertir, on aime avoir nos éléments à disposition sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. Alors justement, l'application Nextory, qui sponsorise cette vidéo, s'inscrit dans cette dynamique de modernité. Que ce soit pour vos romans, pour vos livres audio, pour vos bandes dessinées, vos journaux, vos magazines, conservez tous vos supports de lecture au format numérique pour ne jamais les perdre. Avec Bataille de France par exemple, je prépare mes scripts en écoutant le livre audio d'Aline Malouf intitulé « Les croisades vues par les Arabes ». Le soir, quand j'ai terminé mon travail, j'enchaîne avec la BD Croisade par Simunja. Puis, dès lors que l'envie me prend de me plonger dans un roman, je lis Terre de sang et de lumière qui raconte la vie d'une jeune femme en partance pour Jérusalem après l'appel du pape. Comme ça, au moins, je reste dans la thématique de ma chaîne et je ne suis jamais perdu. Bref, Nextory, c'est en fait le meilleur moyen de regrouper tous vos contenus de lecture dans une seule application. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous aurez droit à 45 jours d'essai gratuit sans engagement avant de passer si vous le souhaitez sur un abonnement mensuel. Gain de temps, gain de place, gain d'organisation. Avec Nextory, le travail comme le divertissement devient toujours plus facile. Alors profitez de 45 jours d'essai gratuit en cliquant sur le lien juste en dessous et découvrez un catalogue fourni sur presque toutes les thématiques. Pendant l'été 1097, sous la chaleur étouffante des vallées arides de l'Anatolie, une armée de pèlerins en armure venus d'Occident fait route vers le sud. Son objectif, reprendre une par une les anciennes cités byzantines, puis bifurquer tout droit vers Jérusalem. Pour comprendre pourquoi les Turcs de Roum ont été vaincus aussi facilement, rappelons que les 5000 chevaliers qu'ils ont affrontés à Dorileum possèdent une technologie assez peu répandue chez eux. Le cavalier lourd, arme secrète de la première croisade, bénéficie d'étriers et de selles enveloppantes qui fixent le soldat sur sa monture. Le franc peut donc frapper l'ennemi avec une lance ou avec une épée, tout en étant protégé par une cotte de mailles et par une armure. Ces innovations, les Turcs les connaissent bien sûr, eux qui sont d'excellents cavaliers, mais ils ne les ont pas intégrés complètement dans leur arsenal. La raison, sûrement le coût. Pour équiper un seul chevalier, il fallait débourser le revenu annuel d'une propriété de 150 hectares, soit 1,5 km² environ. Autrement dit, si un seigneur de l'époque régnait sur un domaine équivalent à la taille de Paris aujourd'hui, soit 105 km², il ne pourrait mettre sur pied que 70 cavaliers lourds avec un an de revenu. C'est assez peu vu les ressources demandées, mais l'impact sur le champ de bataille est décisif. Un chevalier en armure, c'est après tout une masse de 700 kg qui vous fonce dessus tête baissée. Propulsé à 20 km/h environ, c'est en fait l'équivalent d'un boulet de canon filant à une vitesse de 20 mètres par seconde. Un véritable missile blindé en somme, que les Turcs ne pouvaient même pas transpercer avec leurs flèches. En bref, si les Seldjouks connaissaient sûrement la cavalerie lourde, ils n'ont jamais vu autant de cavaliers de ce type réunis en un seul endroit. C'est la nature même de la société féodale qui permet aux Occidentaux d'en produire en masse. Ainsi, la bataille de Dorileum fut un affrontement entre deux cultures de la cavalerie.
Les Turcs de Roum ont sous-estimé les Francs et désormais, ils n'ont plus que la terre brûlée pour les ralentir. De leur côté, les Byzantins en profitent pour reprendre une grande partie des territoires perdus, puis ils tentent de ravitailler les pèlerins comme promis. Cependant, malgré tous leurs efforts, ces derniers souffrent de la faim, de la soif et des maladies. Les récits de l'époque témoignent d'immenses difficultés. Il ferait tellement chaud, raconte-t-il, que les chevaux se seraient effondrés de fatigue, obligeant les nobles à monter sur des bœufs. Quant aux bagages, comme les canassons meurent les uns après les autres, les pèlerins les auraient attachés à des chiens ou à des chèvres parce que ces animaux résistent mieux à la chaleur. Puis, au fur et à mesure du voyage, sous une chaleur insupportable, le moral commence à baisser parmi la troupe. Les seigneurs se rappellent alors ce maudit serment concédé à l'empereur byzantin. Chaque territoire repris aux Turcs sera rétrocédé à Constantinople sans condition. Malgré les sacrifices énormes des chevaliers qui ont parfois tout vendu pour financer leur voyage, ils ne recevront pas le moindre fief en récompense. Et pour les simples soldats, c'est encore pire, on leur interdit carrément de piller la moindre maison, le moindre bâtiment ou la moindre ferme sous prétexte qu'ils sont ici en mission pour le Christ. Avec la chaleur et les frustrations du pèlerinage, la tentation de se délier de cette promesse se fait de plus en plus pressante. Vers le mois de septembre 1097, alors que les croisés se sont emparés d'Héraclée, les premiers flottements vis-à-vis du serment fait aux Byzantins finissent par apparaître. Non loin du chemin pris par les pèlerins, la ville de Tars s'appelle à l'aide car elle cherche un nouveau protecteur contre les Turcs. Là-bas, les Arméniens qui ont fui leur pays après l'arrivée des Seldjouks ont pris possession de cette ancienne cité romaine et ils souhaitent désormais s'allier aux chrétiens d'Occident. Immédiatement, de jeunes seigneurs sont intéressés. D'abord, le neveu de Bohémond, qu'on appelle Tancrède, se porte volontaire. Lui, qui n'aurait que 25 ans au moment où nous parlons, sait que son héritage en Italie sera limité et qu'il ne pourrait rêver mieux que la ville de Tars. Cependant, tandis qu'il galope à grandes enjambées vers son nouveau fief, l'appel des Arméniens parvient aussi à l'oreille de Baudouin, le frère cadet de Godefroy. Sa situation à lui aussi est terriblement frustrante. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 3, la plus mauvaise position du point de vue des testaments. L'aîné a reçu les possessions du père, le deuxième a obtenu les richesses de la mère, le dernier ne reçoit que des miettes de pain et Baudouin ne peut rien faire contre cette injustice. Rien faire, sauf à devenir le nouveau seigneur de la ville de Tars, qui justement est en recherche d'un puissant protecteur. À son tour, le Lorrain se précipite vers la cité, mais à son arrivée devant le domaine promis, il est surpris de voir qu'un concurrent l'a précédé de justesse. En haut des tours, Tancrède est déjà en train de hisser sa propre bannière et il a le culot de revendiquer sa souveraineté sur la région. Baudouin est furieux, il aurait grimpé lui aussi sur les murailles pour arracher le blason normand, puis aurait affronté Tancrède à main nue. Les habitants, quant à eux, seraient restés plutôt circonspects devant la situation. Finalement, en se disputant l'un et l'autre la souveraineté sur la ville de Tars, ni Tancrède ni Baudouin ne réussissent à s'imposer. Ce sont les Byzantins qui vont en prendre le contrôle quand ces derniers annexeront plus tard la Sicile à leur empire. Par contre, cette affaire montre que la croisade trouve un allié inattendu parmi les Arméniens. Ce peuple, originaire du Sud-Caucase, était au départ en exil, mais après l'effritement du sultanat seldjoukide, il contrôle désormais de nombreuses villes entre l'Anatolie et la Syrie. Par chance, c'est pile sur le chemin des croisés pour aller vers Jérusalem. Comme la plupart des Arméniens sont chrétiens et que les Turcs ont souvent réprimé ce groupe religieux, une alliance avec les Occidentaux est tout à fait possible, ce qui va ralentir encore plus la réponse des musulmans. Mais de toute façon, la terre d'islam ne semble pas être en mesure de réagir car les États refusent de s'entraider les uns les autres. Si les petits émirats d'Antioche et d'Alep se portent mutuellement secours, ils espèrent surtout obtenir le soutien du sultanat d'Irak, de celui du Fars et du Khourazan. L'ennui, c'est que les trois sultans sont en réalité trois frères qui se jalousent entre eux. Chacun s'occupe d'abord de ses petites affaires et le sultan d'Irak reste sourd aux demandes d'assistance. À la fin octobre 1097, grâce au soutien des Arméniens et à la passivité des puissances turques, les croisés s'ouvrent un boulevard jusqu'à Antioche. Quelques mois seulement après leur éclatante victoire à Dorilé, ils mettent ainsi le siège sur l'une des plus grandes villes de l'Orient. Néanmoins, la tâche s'annonce ardue. La cité est ceinturée par des remparts imprenables et elle est construite à flanc de montagne, ce qui la protège d'un assaut sur le flanc est. Pas le choix, pour obliger la garnison seldjoukide à se rendre, il faudrait bloquer toutes les portes de la ville, mais la cité est tellement grande que les chrétiens ne peuvent pas l'encercler complètement.
Bohémond et Hugues s'installent au nord, Raymond et Godefroy prolongent le dispositif à l'ouest, ils étirent leur ligne au maximum, mais la porte sud n'est pas bloquée. Or, comme les habitants sont constamment ravitaillés par cette route, c'est le jeune Tancred qui prend personnellement la situation en main. Il installe des postes d'observation et dirige les opérations de sabotage, puis fait le maximum pour couper Antioche du reste du monde. Cependant, les croisés se rendent compte qu'ils sont au-devant d'un dilemme stratégique, et pas des moindres. Avec l'hiver en approche, le ravitaillement des troupes est difficile alors que la garnison turque a eu le temps de faire le plein. Soit les chrétiens lancent un assaut brutal sur les murs mais risquent de lourdes pertes, soit ils s'engagent dans un siège long et périlleux, ce qui les expose à la faim et au froid. Car même si les Byzantins ont promis de la nourrir, l'armée du Christ est désormais loin de ses bases et les provisions commencent à manquer cruellement. Au milieu de l'automne 1097, les croisés sont devant la cité d'Antioche et entament le siège de la ville. Les Turcs d'Alep mobilisent une armée pour venir au secours des assiégés, mais tous les yeux sont rivés sur le sultan d'Irak dont les ressources militaires sont plus importantes. S'il réagit et qu'il envoie du renfort, les Occidentaux n'auront plus qu'à rebrousser chemin. Cependant, le Turc ne porte pas forcément les dirigeants d'Alep dans son cœur. Ces derniers l'avaient défié pendant la guerre civile et il n'éprouve pas de solidarité naturelle envers eux. En plus, déplacer une armée à l'ouest peut s'avérer très dangereux car ses frères qui dirigent le Fars et le Khourazan pourraient en profiter pour l'attaquer. Pour toutes ces raisons, l'armée croisée dispose d'un peu plus de temps pour assiéger Antioche. Comme l'afflux de vivres est difficile, les chrétiens d'Orient aident les Byzantins à la ravitailler, puis, comme c'est encore insuffisant, un élan de solidarité s'organise en Europe. Ce sont d'abord les Chypriotes qui envoient du pain et du grain par bateau. La flotte génoise prend le relais en faisant débarquer des tonnes de nourriture et de matériel. Mieux, le roi d'Angleterre aurait pris sur ses deniers personnels pour faire parvenir de l'aide aux croisés. C'est la preuve que les souverains d'Occident changent subitement d'opinion sur l'expédition. Maintenant que les pèlerins sont à quelques semaines de Jérusalem, la reprise de la Terre Sainte ne relève plus seulement du fantasme. Pourtant, malgré tous ces efforts, l'armée croisée n'a ni les provisions ni le matériel suffisant pour faire céder la ville. Bloquée devant Antioche dans des conditions extrêmes, les conflits d'ego et les dissensions entre seigneurs se seraient aggravés de plus en plus. Tatikios, le général byzantin, aurait bien tenté de conseiller les pèlerins dans la conduite du siège, mais ces derniers, dans leur frustration, auraient balayé toutes ces recommandations d'un revers de main. Pire, Godefroy et Raymond auraient émis des doutes sur la véritable allégeance de Tatikios. Ces derniers s'interrogent, le général romain est-il vraiment au service de la cause chrétienne comme il prétend l'être? N'est-il pas un espion au service des Turcs qui chercherait à leur soutirer des informations? En effet, ses efforts pour ravitailler ses soi-disant alliés s'avèrent très insuffisants et on dirait qu'il le fait exprès. Des accusations très graves dont on ne sait si elles sont fondées ou non, mais dont se serait servi Bohémond pour faire pression sur le Byzantin. À son propos, les chroniqueurs disent que le prince de Tarente aurait établi des contacts avec un informateur. Cet informateur prendrait le nom de Firouz. Il s'agirait d'un Arménien habitant à l'intérieur de la ville qui aurait proposé d'opérer en secret au sein de l'enceinte fortifiée. Comme il est chargé de garder une tour absolument stratégique pour la défense, il propose aux croisés de s'y infiltrer discrètement pour paralyser la garnison. Tout ce qu'il demande en échange, c'est un peu d'argent et un poste à responsabilité une fois Antioche libérée. Ainsi, s'il est difficile de retranscrire avec précision les événements, il semble que Bohémond ait joué de façon très habile. Il n'aurait rien divulgué sur son informateur, mais il aurait proposé aux autres croisés le plan suivant. S'il est reconnu comme souverain légitime de la cité d'Antioche, ses soldats s'infiltreront dans la ville via la tour gardée par son allié, puis ouvriront les portes. Cela évitera un assaut sanglant sur les murailles et tout le monde y gagnera. Problème, Raymond, qui se méfie du Normand, lui rappelle son serment promis aux Byzantins. Il faut rétrocéder chaque territoire libéré à l'empereur et aucun seigneur n'a le droit d'en faire autrement. Alors, voyant qu'il a précipité les choses, Bohémond joue la patience et temporise. Avec le temps, se dit-il, les seigneurs vont se décourager car chaque assaut se solde par un échec et le ravitaillement fait toujours défaut. Lorsque les croisés seront suffisamment désespérés, ils reviendront vers lui et le supplieront de mettre son plan à exécution. Par contre, Bohémond doit se débarrasser des Byzantins qui pourraient lui mettre des bâtons dans les roues.
Il aurait alors dit à Tatikios que ses jours seraient comptés. Les autres chefs l'accusant d'être un espion, certains chevaliers projetteraient de l'assassiner pendant son sommeil. Il faut fuir, lui dit-il, et le Romain s'apprêterait à partir. Au début de l'année 1098, le siège d'Antioche devient de plus en plus difficile entre les maladies qui déciment la troupe et les chefs qui se disputent entre eux. Quoi qu'il en soit, tandis que les croisés essaient de trouver une parade pour faire tomber la ville, certains seigneurs comme Baudouin trouvent de quoi satisfaire leurs ambitions. En effet, le Lorrain a reçu une délégation d'Arméniens de la ville d'Édesse qui demande à son tour la protection des Européens. Ce n'est pas vraiment que les Turcs menacent leur cité cette fois-ci, mais c'est plutôt que le gouverneur de la ville subit une révolte et qu'il a besoin de soldats pour se défendre. Baudouin accepte évidemment, il s'empresse de galoper à la rencontre de son nouvel allié, se faisant un plaisir de fausser compagnie à Tancrède, qui lui reste sur place. En plus, Édesse est un emplacement stratégique pour les Occidentaux. Elle est située à mi-chemin entre l'Irak et Antioche et peut servir à protéger le flanc gauche de l'armée. Baudouin promet alors sa protection au gouverneur, en échange de quoi ce dernier doit le nommer comme unique héritier. Autrement dit, si les Édessois venaient à mourir, ce ne seraient ni ses enfants ni ses cousins qui hériteraient de la couronne, mais plutôt le chevalier lorrain. Or, comme les habitants menacent à tout instant d'envahir son palais pour le lyncher publiquement, le gouverneur finit par céder, puis désigne son protecteur comme héritier. Arrivé au printemps 1098, les choses s'accélèrent en Orient. Alors que les croisés sont toujours coincés devant Antioche, le sultan d'Irak finit enfin par réagir devant les demandes de plus en plus pressantes de ses cousins. Il charge alors l'Atabek de Mossoul d'envoyer du renfort, et ce dernier lève une armée nombreuse et bien équipée. Ensuite, sans qu'on sache vraiment comment, le gouverneur arménien d'Édesse aurait fini par succomber sous le poids des révoltes. Vers le mois de mars, les insurgés finissent par avoir raison de sa garnison et le font exécuter, lui et sa famille. Baudouin a-t-il poussé ses pions pour accélérer la passation de pouvoir? Cela, personne ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il hérite de la principauté comme prévu. Il fonde ainsi le comté d'Édesse, le premier état latin d'Orient de l'histoire, à l'instant même où les armées turques s'apprêtent à marcher sur Antioche. En fait, son action tombe à point nommé puisqu'il ralentit l'avancée de l'ennemi, donnant un peu plus de temps à l'armée croisée. Le comte ne pouvait rêver mieux comme destin, lui qui était promis à la misère en Italie, voilà qu'il se bat pour la gloire et pour le Christ à la tête d'un fief réputé imprenable. Par contre, tous les croisés n'ont pas son optimisme, loin de là. Tatikios finit par s'en aller sous la pression, Bohémond en profite pour accuser les Byzantins de trahison et pour rompre son serment avec l'empereur. Lorsque les Turcs passent les défenses de Baudouin et qu'ils s'approchent à quelques kilomètres de la cité, les croisés n'ont pas d'autre choix que d'accepter le plan du Normand. Il faut faire jouer son informateur pour s'emparer de la ville, où les Turcs les écraseront complètement. Début juin 1098, la croisade est à un tournant de son histoire. Devant les murs de la cité, certains chefs n'y croient plus tout simplement car l'arrivée des renforts depuis Mossoul remet tout en question. Étienne de Blois, par exemple, lâche l'affaire et rentre chez lui, laissant ses camarades à la merci des musulmans. Le comte, qui a épousé l'une des filles de Guillaume le Conquérant, sera excommunié pour son acte, tandis que les Normands d'Angleterre n'arrêteront pas de le rabaisser pour sa lâcheté. En plus, Bohémond répète qu'il existe une solution. Le Normand dispose d'un allié à l'intérieur de la cité, et celui-ci peut leur donner la victoire en un clin d'œil. Tout ce qu'il demande, répète-t-il, c'est qu'on lui donne le titre de prince d'Antioche une fois la cité libérée. Peut-être que certains le croient, peut-être que d'autres l'accusent de bluffer, peut-être qu'on espère trouver une autre solution pour ne pas céder à son chantage. Néanmoins, comme le temps presse, les croisés jouent désormais à quitte ou double. Godefroy et Raymond finissent par accepter, non sans regret car il était convenu qu'aucun d'entre eux ne puisse en profiter. Le prince de Tarente gagne ainsi son pari et prépare ses hommes pour l'assaut final. Pendant la nuit du 3 au 4 juin 1098, alors que la garnison attend l'arrivée des Turcs de Mossoul, les Normands et leurs alliés arméniens situés à l'intérieur de la ville passent à l'action. Firouz aurait tenu parole, dès que les soldats de Bohémond s'approchent de sa tour, il les aurait fait grimper sur sa muraille à l'aide de cordes. Ensuite, sans faire le moindre bruit, car les sentinelles veillent au grain, les infiltrés se seraient approchés des portes, bien gardées et verrouillées à triple tour.
La question qui se pose, c'est comment tuer les gardes sans réveiller toute la garnison qui pourrait donner l'alerte au moindre bruit. Heureusement, disent les chroniques, Firouz aurait tout prévu car à peine les Normands sont-ils entrés dans sa tour que déjà, les chrétiens d'Antioche auraient organisé un soulèvement dans la ville. Beaucoup d'habitants craignant l'arrivée des Seldjouks autant que les croisés, ils auraient mis le feu aux casernes, ce qui détourne l'attention des gardes qui se précipitent pour les calmer. Puis, tandis que les soldats se battent avec les insurgés, les infiltrés en auraient profité pour tuer les sentinelles. Le moment est critique, Firouz aurait agité des drapeaux tout en haut des murailles, faisant signe à Bohémond qui patiente à l'extérieur. Le prince de Tarente saisit l'instant, il envoie toutes ses troupes à l'assaut pour s'engouffrer dans les ruelles et prend la garnison au dépourvu. Alors que le soleil n'est pas encore levé, les Turcs chargés de tenir Antioche sont débordés de tous les côtés. Les chrétiens d'Orient en profitent pour ouvrir toutes les portes de la cité, puis les chevaliers s'emparent des points stratégiques. Faute de mieux, les gardes se réfugient dans une petite forteresse située tout en haut d'une colline qui surplombe la région. On se dit alors que les renforts arrivent et que ce revers n'est que temporaire, mais en attendant, la bataille est bel et bien perdue et les croisés prennent le contrôle de l'enceinte. Par contre, tandis que les Arméniens sont tout heureux d'accueillir l'armée du Christ, ils comprennent aussi que ces soldats sont épuisés, à bout de force et exténués par un siège qui aura duré 7 mois. Les chevaliers ont faim, ils ont soif, ils n'ont rien mangé depuis des jours. En plus, les Byzantins ne sont plus là pour interdire les pillages. Les chrétiens d'Orient se rendent compte de la catastrophe qu'ils ont provoquée. Leur libération prend une tournure imprévue quand soudainement, les chevaliers se précipitent dans les maisons pour tuer tout le monde. Musulmans, juifs, chrétiens, turcs, syriens, femmes, enfants, adolescents, les chroniqueurs de l'époque nous ont transmis un terrible témoignage. Les croisés auraient égorgé tellement de monde, disent-ils, que les rues d'Antioche seraient jonchées de cadavres. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire pour nous soutenir. Rejoignez-nous aussi sur Discord grâce au lien situé dans la description où les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 5, la bataille d'Antioche et la lance du Christ, lorsque les croisés assiégés par les Turcs de Mossoul vont tenter de créer la surprise. Le pèlerinage armé va-t-il s'arrêter devant les murs de la plus grande cité d'Orient, ou plutôt pourra-t-il continuer vers le sud jusqu'au centre de l'univers ?